Ok. Jean-Bernard Gervais, bonjour. Bonjour. Merci de. On va se tutoyer, hein, Jean-Bernard. Ok. Merci de m'accorder un petit entretien par rapport à l'ouvrage que tu viens de publier fin janvier qui concerne la CGT, qui s'appelle Au royaume de la CGT, la résistible ascension de Philippe Martinez. Mhm. Donc, tu es journaliste, toi, indépendant, spécialisé dans la santé et le social, et Mhm. tu as passé 2 ans comme chargé de communication, conseiller communication à la Confédération CGT. Mhm. Alors, tu me rappelleras les dates, mais bon, voilà, tu as passé 2 ans là-bas. Et, Mhm. euh, et donc, sans avoir l'idée d'écrire un bouquin sur ton expérience, ton regard que Mhm. tu pouvais porter sur l'organisation de l'appareil confédéral, toujours est-il, au fil de ton contrat, tu t'es dit qu'il y avait peut-être l'opportunité de faire quelque chose et tu l'as fait. Et donc, tu as sorti cet ouvrage une fois sorti du giron de la Confédération. Donc, moi, en préambule, je voulais simplement préciser, moi, je l'ai lu, cet ouvrage. Mhm. Mhm. J'ai vraiment apprécié le ton. Comme tu le dis, c'est un ouvrage de témoignage et tu te fais plaisir en chatouillant des anciens collègues, enfin, l'environnement que tu as pu côtoyer tout au long de ton expérience de la CGT. Donc, c'est bien Mhm. tourné, etc. Ça, c'est vraiment facile et on peut reconnaître pas mal de choses. Toujours est-il, c'est quand même avant tout ta perception qui peut être largement partagée, mais tu n'as pas fait un Mhm. travail, tu t'es pas fait embaucher à la Confédération CGT pour pouvoir faire un livre d'introspection sur Mhm. comment fonctionnait l'appareil avec un travail journalistique au sens strict pour analyser la base de données économiques et sociales. Voilà, Mhm. c'était pas Mhm. l'objet de ton travail. Mhm. Toujours Mhm. est-il, toi, tu partages ta perception de ce travail, enfin, et là, c'est l'occasion, notre échange, de voir un peu comment tu as appréhendé au fil de ton expérience un peu la difficulté et comment ça se jouait à la CGT, c'est ce mariage, cette alliance entre les élus d'un côté Mhm. et les salariés de l'autre, qui sont quand même nécessaires pour faire tourner une organisation comme un appareil comme la CGT. Et donc, dans quelle mesure ça peut bien se passer ou ça peut très mal Mhm. se passer. Bien sûr. Ouais, donc en fait, j'ai été employé salarié à la CGT de décembre 2016 à octobre 2018. Donc en gros, en fait, 2 ans pratiquement. C'était une époque en fait historique qu'il faut replacer, hein, dans le sens où on sortait en fait de la lutte contre la loi travail, et puis au sortir de la fin de mon contrat, c'était la fin de la lutte contre la réforme du statut des cheminots. Entre-temps, on a vécu en fait les ordonnances Macron, on est sorti aussi d'une période sociale assez agitée en France, puisque c'était nuit debout, hein, on sortait de toute cette effervescence. Et moi, j'y suis entré, comme je l'explique en fait dans mon bouquin, à l'issue en fait d'une période sans activité, où j'ai eu l'opportunité de pouvoir en fait rentrer à la CGT en tant que salarié et non pas en tant que militant, parce que j'ai jamais été réellement en fait militant à la CGT. J'ai fait un petit passage au SNJ-CGT, mais voilà, j'étais pas vraiment en fait militant CGT, j'étais militant syndical par ailleurs. Et j'ai pu découvrir en effet cette organisation de l'intérieur, hein, que je ne connaissais pas. L'idée en fait de faire ce bouquin est née au fur et à mesure finalement que j'étais effrayé par ce que je constatais au jour le jour, quoi. Je m'attendais pas du tout, pourtant j'avais un a priori plutôt positif sur la CGT. J'étais pas un militant, par contre j'avais milité au sein en fait de Nuit debout. On avait vu Philippe Martinez en 2016 sur une barricade la nuit, appelé en fait à la convergence des luttes. Voilà, le personnage était plutôt sympathique dans l'air du temps, voulait renouveler en fait le logiciel de la CGT. Donc j'y suis allé. Et au final, en fait, je me suis rendu compte qu'on évoluait très souvent entre l'ennui et la terreur au sein de cette CGT, c'est-à-dire que l'ennui, tout simplement parce que on s'apercevait, je me suis aperçu que loin des longs discours à Nuit debout, ben, Philippe Martinez n'avait aucun programme à proposer, enfin tel que je l'ai constaté, moi. En effet, tu as raison de dire que c'est un témoignage à la première personne. C'est ma vision de la CGT, c'est pas une vision objective et sociologique, c'est pas une étude sociologique, hein, c'est ma vision de la CGT. Et que de ce fait, sortant aussi d'une crise absolument catastrophique, c'est-à-dire la chute et la démission de Le Pen, on était dans une période très instable où finalement, sans programme et soumise à une instabilité chronique, et la seule manière de faire tenir en fait les murs, c'était en fait d'appliquer au jour le jour et de manière méthodique une espèce de terreur qui ne disait pas son nom, mais qui était présente en fait dans les couloirs. Donc, si
si je ce que tu dis là, l'absence quelque part, toi, de ligne politique que tu constatais, elle avait une incidence sur votre capacité à ne pas vous ennuyer, à vous donner à du sens au travail des salariés de la Confédération? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les personnels de la salariée, puisqu'on va parler des salariés, les personnels salariés sont des personnels qui ont en fait une ancienneté euh, importante. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans en fait de maison. Et donc, j'ai pu discuter avec ces salariés qui étaient là dans la boîte depuis la nuit, la nuit des temps, depuis, voilà, et qui m'ont expliqué que ça n'avait pas été toujours le cas, quoi. Sous Krasuki, même sous Thibault, sous d'autres secrétaires généraux, il y avait toujours en fait cette idée que la CGT luttait pour le bien de tous, luttait pour le progrès en fait de l'espèce humaine, luttait pour, voilà, il y avait en fait, on vivait encore dans cette alors, utopie ou pas, ou alors en fait il y avait certainement des résultats à la clé. En tous les cas, il y avait en fait un but, c'est-à-dire en fait participer au progrès social. Quand j'y étais, on sortait tout juste en fait de la crise Le Pen, les gens étaient complètement désarçonnés. Il y avait en fait un nouveau secrétaire général qui venait de prendre en fait ses fonctions, qui était méfiant avec l'ensemble du personnel de la CGT, et si bien que eh ben, cette espèce d'idéal CGTiste était totalement mis au placard. Et parce qu'en fait il n'y avait plus cet idéal CGTiste, ben, le personnel était complètement perdu, quoi. C'est idéal cégétiste ou alors une réelle ligne politique stabilisée qui fait en sorte que derrière, ça peut enchaîner pour produire des choses et de l'argumentation, Mm. des leviers revendicatifs ou que sais-je, Oui, cette oui, oui. absence de ligne Mm. politique très claire, comme il peut Ouais. y en avoir dans certaines organisations syndicales. Mm. Alors, tu as raison en fait, de signer. Alors, je parle en fait du sentiment qui était partagé au sein de la CGT. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de ne plus participer à la grande CGT qui avait en fait, par exemple, participé à la création de la sécurité sociale. On racontait en fait que les militants CGTistes allaient construire les caisses primaires d'assurance maladie. Enfin voilà, il y avait en fait ce mythe fondateur en fait de la CGT qui était plus là. Donc voilà, il y a ce ressenti. Et puis par ailleurs, en fait, sur la ligne politique de la CGT, alors là, pour le coup, il y en avait une. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait été mise en place et votée en fait en 2016 lors du congrès, et qu'en gros, en fait, pour simplifier les choses, on s'acheminait vers une CGT très lutte des classes. C'était en fait le mandat qui avait été donné par le Congrès, en fait, le 50e ou 51e, tous les cas le congrès de 2016, à Philippe Martinez et à son équipe. Donc rupture par exemple avec une union syndicale où on retrouvait en fait d'un commun accord la CFDT, la CGT, etc. Essayer en fait de lutter ensemble pour et puis une espèce de radicalisation en fait de la CGT au jour le jour dans lequel en fait ça je l'ai constaté également, les CGTistes ne s'y retrouvaient pas avec un secrétaire général qui n'avait pas l'air non plus d'adhérer à ce programme, qui a lancé lui-même en fait des thèmes de campagne qui n'avaient pas été votés ou discutés lors du congrès. Je te parle par exemple de la thématique des 32 heures. Hein. Ça, c'est en fait une thématique lancée par Philippe Martinez sans aucune concertation. Donc voilà. Excuse-moi, là, je me permets d'intervenir. Justement, donc tu étais à la conf, c'est la tête, on va dire. Dans Ouais. quelle mesure, de toute façon, dans quelle mesure le sujet, bon, c'est intéressant de poser le sujet des appareils, mais dans quelle mesure l'important, c'est quand même les sections, les syndicats sur le terrain, quand même. C'est eux qui nourrissent, c'est là que tout se fait, normalement. Hein. Et dans quelle mesure, là, il y avait une dichotomie entre les discours Mm. politiques de la conf et toi, la réalité que tu pouvais voir sur le terrain des sections des syndicats CGT Ouais. Ouais, oui, ouais, tout à fait. Non, mais tu as raison de souligner en fait cet état, cette dichotomie hein, qu'on constatait au jour le jour. Hein. Déjà, une dichotomie entre l'avant et l'après, c'est-à-dire l'avant, en fait, pour moi, qui est milité au sein de Nuit debout, au sein en fait, de la mouvement contre la loi travail, et puis la réalité en fait, de la CGT à l'intérieur, où on a l'impression d'être dans une énorme machine, une énorme administration, et sans queue ni tête, hein, et sans, voilà, avec des gens qui commencent à 10 heures, qui finissent à 17 heures, qui n'ont plus aucune motivation, rien du tout. Donc, une espèce de truc complètement, en fait, complètement disjoint avec le climat social qui était bouillonnant quoi, en 2016. Et puis, tu as raison, l'activité des unions locales, l'activité en fait, des sections syndicales au sein des entreprises, où finalement la CGT continuait en fait, d'engranger des victoires locales, hein, mais continuait en fait, d'avoir au moins en fait, un objectif ou des objectifs à partager. Et cette espèce de grosse machine de tête qui a failli en fait, tomber. Quand je suis arrivé en fait, à la CGT en 2016, la direction en fait, du cabinet de Philippe Martinez m'a bien dit que la crise de Pan
avait fait en sorte que la confédération, l'existence de la confédération avait été remise en cause, quoi. C'est-à-dire que les camarades en fait de base qui étaient en fait dans les entreprises se sont dit mais à quoi bon faire en sorte que cette tête qui ne nous sert pas, qui est totalement disjointe en fait du corps et qui ne sert qu'à engraisser en gros, bon je caricature parce qu'on était en fait dans le scandale Le Pen avec un secrétaire général qui avait fait en fait des travaux de l'ordre de 150 000 euros dans son appartement de fonction. À quoi ça sert finalement de faire remonter 5 à 10 de nos cotisations pour cet appareil qui est un appareil de promotion en fait de certains élus, lesquels vont institutionnaliser qui plus est la CGT et l'emmener en fait sur un terrain institutionnel qui est contre le souhait en fait des militants de base. Donc en effet, il y a une disjonction totale. Ok. Alors Jean-Bernard, tu me parlais, tu me disais, alors dans les salariés, donc il y a les élus et il y a les salariés. Et dans les salariés, il y a différentes catégories de salariés. Toi, tu fais partie, a priori, de ceux qui ont été recrutés vraiment sur les compétences, les journalistes. Voilà, c'est une compétence éditoriale qu'on a recrutée. Mais a priori, c'était pas le cas majoritaire, on va dire. Enfin, c'est quoi la typologie des salariés que tu as pu croiser pendant tes 2 ans là? Ouais. Alors, alors, il y a les salariés et les permanents. Si je peux faire en fait ce distinguo entre les salariés qui ont un salaire, hein, simplement, qui sont soi-disant recrutés pour leurs compétences, et les permanents qui sont en fait des camarades détachés au sein en fait de la Confédération, mais qui de facto deviennent peu ou prou en fait, qui partagent les mêmes conditions de travail que les salariés. Alors les salariés déjà sur les conditions en fait de recrutement. Là j'ai été quand même assez étonné puisque je m'attendais encore une fois, bon j'avais pas grande espérance sur la CGT mais quand même le minimum à ce que en fait il y ait une égalité en fait de recrutement des salariés telle que la loi l'impose d'ailleurs ni plus ni moins. Voilà et 95% des cas les salariés recrutés sont c'est au bien de la cooptation ou alors du népotisme. C'est le fils de l'UD du département 35 qui est recruté parce qu'en fait, son père est secrétaire et qu'il doit placer en fait son fils qui est au chômage depuis 3 ans. C'est la fille en fait de tel militant qui est recruté. C'est l'amant de tel secrétaire général qui est recruté. Donc, il n'y a que ça, quoi. Les compétences passent après. Ça ne veut pas dire en fait qu'une fois recrutés, les gens en fait n'ont pas les compétences ou n'acquièrent pas des compétences sur place. Mais en tous les cas, 95% du recrutement se fait de manière népotique et de manière par cooptation. Donc déjà, c'était la première surprise. Deuxième surprise, comme je te l'ai dit, il y a les permanents se partagent entre les salariés et les camarades qui sont donc détachés à la Confédération. Et là, pour le coup, la raison pour laquelle ils sont détachés ne sont pas forcément des raisons pour tout à fait, en fait, j'allais dire honnêtes. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont placés là parce qu'ils sont en disgrâce dans leur boîte, parce qu'il a fallu les placer ici, tout simplement parce que… alors, il y a disgrâce et disgrâce. Hein. Il y a par exemple des camarades qui étaient en fait à la Confédération pour des bonnes raisons. Tout simplement, ils avaient lutté, s'étaient fait virer de leur boîte. Et la Confédération a remercié en fait ses bons soldats, par exemple. On aussi bien en effet que c'est… mais il y a aussi des raisons un peu moins bonnes. Hein. Il a fallu placer le mari de tel camarade parce que le mari voilà, ne trouvait pas du boulot, ou tel camarade qui avait été accusé en fait dans son syndicat local d'avoir pris en fait dans la caisse. Alors, est-ce que c'était vrai ou pas? En tous les cas, j'en connais quelques-uns des délégués syndicaux qui avaient défrayé la chronique dans la presse quotidienne et qui se retrouvaient en fait permanents au sein de la Confédération. D'accord. Ok. Bon, d'accord, très bien. Donc, toi, tu as été, dans quelle mesure on peut dire qu'il y a une forme d'allergie la notion de professionnalisme, c'est la professionnalisation, c'est un gros mot dans un appareil comme celui-ci, enfin, d'être professionnel dans ce qu'on fait, etc. C'est de devoir rendre des comptes par rapport à ce qu'on doit Alors, faire. ouais, je pense qu'il y a vraiment en fait une volonté, c'est d'ailleurs un peu la raison pour laquelle j'ai été recruté, parce que finalement on est quand même quelques-uns, je vais dire entre 5 et 10% en fait des salariés comment dire, recrutés pour leurs compétences. Donc il y a quand même en fait une volonté de la Confédération de professionnaliser ses effectifs. Hein, c'est une question d'efficacité, mais en même temps, à côté de cela, il y a d'autres logiques qui luttent contre cette logique de professionnaliser. Donc les logiques que je viens en fait d'expliquer, placer en fait pour arranger en fait la famille, placer en fait ses petits, placer ses amants, placer ses amantes. Voilà, il y a aussi en fait des raisons politiques. On va placer en fait tel membre en fait du syndicat métallurgie parce qu'il y a les élections qui se profilent et que Ça, c'est voilà. la politique. C'est le jeu de la politique, ça.
Voilà, donc c'est des raisons politiques, mais le fait est que finalement, on a en fait une machine, une administration qui fonctionne au ralenti tout simplement parce que les gens recrutés ne sont pas du tout en fait les personnes qu'il fallait au poste dévolu. Donc il y a plusieurs logiques. Il y a des logiques claniques, si tu veux, il y a des logiques politiques qui vont en fait à l'encontre de la logique d'efficacité et Mais d'efficience. qui impulse à la CGT la logique d'efficacité? Parce que effectivement, l'efficacité, on peut concevoir que ça peut être un peu chatouillé comme terme, etc. Mais qui porte cette logique de dire Alors, s'améliorer, pour dire les choses autrement, ouais, bien sûr. faire mieux? Alors, ouais, alors bien sûr, en fait, c'est amusant parce que de prime abord, à la CGT, ça ressemble en fait à une grande entreprise. Il y a une direction des ressources humaines, une direction financière, il y a une direction, voilà, ouais, il y a une DAF et une DRH. Donc a priori, c'est plutôt la DRH et la direction des ressources humaines et direction du personnel qui est en charge en fait du recrutement professionnel des salariés. Mais in fine, c'est quand même le secrétaire général et le bureau en fait national qui a le dernier mot. Et c'est lui en fait, par exemple, pour tout ce qui est en fait recrutement, tous les recrutements passent par, ils doivent être approuvés par Philippe Martinez. Par exemple, enfin, quand je dis Ouais, Philippe Martinez, c'est le bureau national en fait qui d'accord, approuve ouais. ou qui les OK. approuve. Ouais. Et partant de là, avec les meilleurs efforts du monde de la DRH, bah, in fine, c'est quand même en fait des raisons parfois, et surtout en fait lorsque le congrès approche. Hein, lorsque le congrès Ouais, approche, clair, ouais. il faut bien détacher, mettre fin à des détachements de quelques camarades qui ne seraient pas en fait dans les bons papiers en fait du secrétaire général, ou alors tout simplement placer des camarades qui eux vont jouer en faveur en fait du camarade qui va représenter la CGT. Ouais. En tout cas, il y a la conscience il y a certaines et certains ont la conscience qu'il faut faire bouger des choses à ce niveau-là quand même. OK. Certains, Ouais. oui. Moi, j'ai été, encore une fois, j'insiste sur le contexte. On sortait en fait de l'affaire Le Pen avec une affaire qui a failli en fait emporter la Confédération. Très clairement, ça, la question s'est posée en fait de continuer à avoir une confédération, non pas des fédérations, non pas une CGT, mais une Mmh. confédération, une tête. Hein. Et donc, partant de là et partant en fait de la crise Le Pen, certains se sont dit bon, on peut plus continuer comme ça avec des recrutements n'importe nawak. On va en fait essayer de professionnaliser. Et moi, je suis arrivé parce qu'il y a un ou deux élus qui faisaient partie en fait de la commission exécutive et qui se sont dit bah non, on va recruter en fait Jean Bernard parce que Jean Bernard a les compétences a priori sur le papier vis-à-vis en fait d'autres salariés pour faire le boulot en fait pour lequel on recrute. Donc c'est encore une fois, ça dépend en fait du climat social, ça dépend du climat politique, ça dépend en fait des élus aussi, ça dépend énormément en fait de la petite tête qui gouverne la CGT qui va se dire bon, est-ce qu'on met en place une logique d'efficience ou est-ce qu'on va continuer à faire des recrutements en fait politiques ou claniques. OK. Dernière chose pour terminer, Jean-Bernard, toi, tu as été recruté, tu avais une casquette de chef de service. Enfin, je ne sais pas quel était ton titre exact. Enfin, bon, tu encadrais plusieurs personnes. Ouais. Et la notion de hiérarchie dans une organisation telle que une confédération comme la CGT, elle se traduit comment? Donc, tu n'avais pas le statut cadre, mais tu me disais, quand on préparait l'entretien, que tu disais que tout était fait pour lisser la notion de hiérarchie. Donc, c'est du syndicalisme libéré, Oui, c'est amusant parce que là, tu retrouves à la fois les deux, comment dire, euh, les deux idéologies, si je puis dire, qui sous-tendent la CGT, bon, le syndicalisme anarchique, donc avec une espèce d'égalité où tout le monde est camarade et voilà. Et puis tu as aussi une espèce de logique stalinienne qui est en fait avec un espèce de centralisme démocratique où ben voilà le secrétaire général parce qu'il est élu doit prendre des décisions et il doit prendre des décisions de manière extrêmement verticale. Donc il y a ces deux logiques en fait qui luttent, hein, les souvenirs en fait voilà. Et donc en effet il y a et c'est présent de manière simultanée à la CGT, c'est-à-dire qu'en effet il n'y a pas en fait de donc, il y a en fait différents services. Hein. Moi, je travaillais donc au service communication et le cadre dirigeant de ce service communication, qui est un élu, qui est une élue d'ailleurs, n'avait pas en fait le statut de cadre dirigeant. Il avait le statut d'animateur. Il fallait l'appeler animateur. Et un jour, je me suis en fait, je me suis laissé dire, je me suis laissé en fait écrire que je devais rendre des comptes au cadre dirigeant. On m'a en fait tapé sur les doigts pour me dire non, il n'y a pas de cadre dirigeant ici, il y a un animateur. Toujours est-il que j'ai été convoqué et que en fait là, pour le coup, quand tu es convoqué, ben voilà, la procédure en fait s'impose à toi et la hiérarchie en fait se dévoile à tes yeux. C'est-à-dire que Philippe Martinez est là pour te dire oui, mais tu sais en fait que ton statut et ton poste ne tient qu'à un fil et ce fil c'est le Philippe Prince quoi. Donc c'est il y a une espèce d'hypocrisie égalitariste à la CGT et une réalité en fait hiérarchique extrêmement en fait extrêmement dure, hein, extrêmement verticale. ouais.
Ouais, j'en pas. Mais OK. Ouais, entendu. Ouais, ça va, ça OK. Intéressant. Qu'est-ce que donc ouais, tu manages une équipe de 7 personnes, hiérarchie et pour autant, toi, tu es militant, mais pour toi, une organisation telle que celle-ci, ça méritait, enfin, pour terminer, c'est dans quelle mesure tu vois parce que quand on a préparé l'entretien il y a quelques jours, tu me disais, Mm. je reprends un peu mon introduction en disant, oui, voilà, c'est pas facile. Moi, je vois une analogie entre une organisation syndicale, un parti politique. Être Mm. salarié d'un parti politique, ça va pas être super facile non plus, je pense. Ouais. Et tu me disais, ouais, par exemple, dans le milieu associatif où il y a de l'engagement, hein, Mm. le côté employeur, c'était jamais facile, quoi. Mm. Et dans quelle mesure, pour conclure, prenons la bouteille à moitié pleine, dans quelle mesure ça peut se conjuguer la notion d'élu et de salariés sans que les élus prennent les salariés pour vraiment les exécutants qui sont incapables d'avoir la moindre idée, etc. Et à l'inverse, ouais, tu vois dans quelle mesure il y a matière à peut-être être optimiste sur cette façon de conjuguer cette diversité des approches, Mm. quoi. Ouais, ouais, oui, oui, tout à fait, oui, en effet, bon, on arrive. Bon, j'ai envie de te dire en fait que la manière de faire en sorte qu'élus et salariés puissent vivre en harmonie, c'est d'abord d'appliquer en fait le code du travail, quoi. Malheureusement, en fait, je me suis rendu compte qu'à la CGT, il était très peu appliqué. Par exemple, en fait, il suffit de prendre en fait une directive, d'appliquer par exemple sa fiche de poste pour qu'un élu en prenne ombrage pour des raisons en fait, de pouvoir. Je te prends un exemple. On avait en fait pour tâche, par exemple, de relayer en fait des communiqués de presse, des UD, des UL où, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait en effet des combats qui étaient menés. Il y avait vraiment une vie syndicale très intéressante. Donc, on se faisait en fait le relais de ces victoires syndicales. Voilà, il suffisait en fait que tel syndicat déplaise à tel élu pour qu'on se fasse taper dessus, mais taper dessus de manière extrêmement en fait harceleuse, quoi. Voilà, donc si en fait le code du travail qui interdit par exemple les mauvais en fait traitements au travail était appliqué, bah, ce genre en fait de comportement n'existerait pas. C'est-à-dire en fait que chez les élus, j'ai l'impression que certains, pas tous, mais certains élus ne font plus la différence entre la relation qu'ils peuvent entretenir entre camarades, où là prévaut en fait une logique de combat syndical, hein, donc tous les coups sont permis, et la logique qu'ils appliquent aux salariés. Et on arrive à des cas totalement fous, c'est-à-dire des cas en fait où des camarades se retrouvent en fait dans les positions de harceleurs, mais parce que en fait ils ont appliqué une logique syndicale. Donc je pense qu'on ait fait une Ouais. formation en fait à l'encadrement, au droit du travail. Hein, c'est triste à dire, mais c'est le cas. Serait tout à fait nécessaire, hein, voire Ah, indispensable. pour terminer, enfin, je me permets, ça fait au moins 5-6 ans, à l'Institut du travail de Bourg-la-Reine, tu sais, le truc, l'université de la Sorbonne, qui est un institut du travail où la CGT est présente, j'avais été surpris et agréable, c'était intéressant de voir en tout cas, que la CGT avait proposé dans son programme de formation à l'IST un module, ce management par objectif. À mon avis, Ah, c'était. Donc voilà. ouais, ouais. Encore une fois, là, pour le coup, alors il faudrait faire en sorte, en effet, que, bah, ou alors il y a une autre solution, faire en sorte en fait que les salariés reportent à des supérieurs hiérarchiques et que ces supérieurs hiérarchiques soient totalement indépendants des élus. Mais est-ce que c'est possible? Ça serait en fait souhaitable en tous les cas. Ouais, un tampon, un véritable tampon. Ouais. Il faudrait vraiment un véritable tampon, de la même Ouais. manière en fait que tu parlais en fait des partis politiques, de la même manière qu'en politique, le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif. Il faudrait faire en sorte en effet Ouais, que clair. la sphère voilà, soit indépendante et n'ait pas en fait de compte à rendre aux élus. Mais à la CGT, c'est tout le contraire qu'ils ont fait en 2016. Hein. C'était en fait une décision du Congrès de 2016, à savoir que dans chaque service, un élu du bureau devait siéger et devait en fait diriger en fait le service. Donc c'est tout le contraire qui a été fait pour Ouais, des ok. résultats qui sont catastrophiques, hein, je pense. Bah, merci Jean-Bernard. Bah, écoute, Voilà, je t'en prie, merci à merci à toi. toi. Bonne journée à toi. Bonne soirée. Ciao. Ok, salut.